Céline Alvarez, bonjour. Bonjour Valérie. Nous allons parler du système scolaire, non pas en République démocratique du Congo, mais en France, puisque vous venez d'écrire les lois naturelles de l'enfant, la révolution de l'éducation à l'école et pour les parents. Alors, est-ce à dire que le système français de l'éducation est obsolète aujourd'hui ? Alors oui, il est rendu obsolète en fait par les connaissances scientifiques qui nous sont aujourd'hui apportées par la recherche internationale. C'est-à-dire que la recherche internationale, c'est-à-dire les neurosciences. La recherche internationale en sciences du développement humain, donc les neurosciences, la psychologie cognitive, les neurosciences affectives, cognitives et sociales. Toutes ces sciences, en fait, nous apportent des informations que nous n'avions pas avant. Et ce qui fait que, comme nous ne les avions pas, nous avons construit notre système éducatif sur des intuitions, des idées, des valeurs, des traditions, mais pas sur la connaissance scientifique du développement humain. Et ce qui fait que notre système éducatif, aujourd'hui, est rendu obsolète par ces nouvelles connaissances. Alors, les lois naturelles de l'enfant, quelles sont-elles ? C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Il existe finalement une préscience chez l'enfant que vous démontrez dans ce livre. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe dans la tête de l'enfant. Alors justement, ce que nous apporte c'est la recherche actuelle, c'est toutes ces informations que moi j'ai appelées les lois naturelles de l'enfant pour bien faire comprendre qu'il s'agit de principes d'apprentissage et d'épanouissement qui ne sont pas négociables en fait, puisque c'est comme ça que l'être humain apprend et s'épanouit, et qu'aujourd'hui, il nous faut nous plier à ces principes-là et les servir. Alors quels sont-ils ? Par exemple, on sait aujourd'hui, et c'est très clair, il n'y a plus aucun doute là-dessus, on sait que l'être humain, le jeune être humain, apprend lorsqu'il est actif et non passif, ou lorsqu'il est motivé, et non pas lorsqu'il doit subir des apprentissages qu'il n'a pas choisis et qu'on lui impose. Vous dites que les enfants souffriraient de malnutrition mentale à l'école. Vous y allez un peu fort quand même, par rapport à ce que propose l'enseignement aujourd'hui, et souvent quand même des instituteurs ou institutrices très motivés par leur métier. Oui, je parle pas, je ne crois pas cibler spécifiquement l'école quand je parle de malnutrition mentale, psychique. Je parle en général, en fait, parce que collectivement, on a sous-estimé les potentiels de l'être humain tout jeune, dans ses premières années de vie. On a très fortement sous-estimé ses potentiels, et donc on a tendance à lui proposer des choses qui ne sont pas à la hauteur de ses grandes capacités et de son intelligence. Et donc, les enfants doivent se satisfaire de choses qui ne sont pas suffisamment nourrissantes, en fait, pour leur intelligence, qui, à ce moment-là, est d'une puissance plastique extraordinaire. Et ils sont capables d'embrasser le monde et d'épouser la complexité du monde grâce à cette plasticité cérébrale. Ils arrivent à détecter les régularités de la langue, d'une langue étrangère, ou les régularités de nos comportements sociaux, sans qu'on ait rien à leur expliquer. J'explique par exemple dans le livre qu'une expérience montre que des bébés, il me semble de mémoire là, que c'est des bébés de 9 mois, donc ou même avant ça, ils sont capables de détecter une erreur dans une langue étrangère quand ils ont été exposés à cette langue moins de 15 minutes. Vous voyez ? Alors qu'ils ne parlent pas encore leur langue. Alors, vous expliquez ça par précisément ces connexions qui sont incroyables, ces connexions neuronales, puisqu'elles sont de 700 à 1000 par seconde, ce qui explique cette ébullition permanente du cerveau de l'enfant. Oui, dans les premières années de vie, et notamment dans les 2 premières années de vie, l'enfant est comme poussé à les conquérir, explorer le monde, parce que pendant qu'il réalise toutes ces explorations et ces conquêtes, dans son cerveau, ça se traduit par des connexions synaptiques. Donc, c'est des neurones qui se connectent et qui créent des chemins neuronaux comme ça, qui créent comme une trace de mémoire des expériences vécues. Et toutes ces connexions qui sont d'une quantité extraordinaire dans les premières années de vie, on parle quand même de 1 million, de milliards de connexions, en fait, construisent l'architecture cérébrale de l'enfant. Ça pose ces fondations sur lesquelles l'intelligence va devoir s'ériger par la suite. Donc c'est vraiment un socle. Il faut arrêter d'empêcher l'enfant de toucher, de bouger, d'explorer. Il faut arrêter parce que quand on fait ça,
C'est pas l'enfant qu'on empêche d'explorer, c'est son intelligence qu'on empêche de se construire et de s'élaborer. Et finalement, les enfants seraient en souffrance s'ils n'ont pas cette capacité d'apprendre, enfin cette possibilité d'apprendre à ce moment-là. Vous avez donc mené une expérience pendant 3 ans avec une nouvelle démarche pédagogique. Alors oui, j'ai voulu, fort de ces connaissances-là théoriques sur la manière dont apprend et s'épanouit l'enfant, j'ai voulu mener dans une classe maternelle dans le public et dans une zone défavorisée, puisque c'était important pour moi parce que c'est de là où je viens. Je voulais montrer que lorsque, enfin, on respecte la manière dont l'être humain fonctionne, donc quand on a une démarche éducative, physiologique, scientifique, eh bien, les enfants apprennent extrêmement rapidement. Donc, lorsqu'ils sont actifs, motivés, et lorsqu'ils se sentent aimés plutôt que jugés et sanctionnés, et lorsqu'ils sentent qu'on leur fait confiance et qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement social où ils interagissent avec des enfants plus jeunes et plus âgés plutôt qu'être uniquement avec des enfants uniquement de leur âge, ce qui représente une diète sociale aride pour des enfants dont l'intelligence plastique est très forte à ce moment-là, eh bien, quand on respecte toutes ces conditions-là, non seulement lire, écrire, compter, ça devient des conquêtes, ça redevient des conquêtes faciles et rapides et joyeuses, mais les enfants épanouissent tous ces potentiels embryonnaires dont je parle dans le livre, les potentiels d'empathie, les potentiels moraux. On naît, ça c'est quand même une nouvelle extraordinaire, l'être humain naît avec une capacité empathique innée. Il naît également avec des potentiels moraux. Un enfant de 3 mois est capable déjà de détecter, de faire la différence entre le bien et le mal, et il préfère le bien. Mais massivement, les enfants préfèrent naturellement le bien et ils froncent les sourcils devant le mauvais. C'est quand même une excellente nouvelle. Et quand on respecte la manière dont fonctionne l'être humain dans son environnement scolaire et familial, donc quand on lui permet tout ce que j'ai dit au préalable, d'être actif et de vivre dans un environnement où il y a une grande richesse sociale, une grande variété sociale, eh bien ces potentiels se révèlent sans qu'on ait cherché à les provoquer. Donc c'est ce que vous proposez comme approche dans votre livre. Alors je précise que vous n'avez pas pu poursuivre votre expérience en milieu scolaire, mais que vous avez aujourd'hui un blog qui est suivi par plus d'1 million d'instituteurs dans le monde. Oui, alors c'est un blog qui s'est transformé en site internet. On a un tout beau site internet qui, effectivement, où quand j'ai été au bout de mes recherches après 3 années d'expérience, j'ai décidé de mettre en ligne tous les contenus pédagogiques et théoriques à disposition des parents et des enseignants pour qu'ils puissent voir que, certes, les résultats dans cette classe ont été assez spectaculaires et très surprenants, mais inversement, la manière dont nous avons procédé est extrêmement simple. Il s'agit presque de bon sens et donc c'est une invitation, ce site et mon expérience et ce livre. En fait, toute ma démarche est une invitation à ce qu'on revienne à l'essentiel. Voilà, donc vous êtes invité à aller voir le blog de Céline Alvarez donc, sur Internet et donc lire son livre « Les lois naturelles de l'enfant, la révolution de l'éducation à l'école et pour les parents également ». Oui. Merci à vous Céline Alvarez pour cet éclairage. Merci.